Bonjour, j'espère que vous passez tous une excellente journée. Aujourd'hui, je suis accompagné par le Dr Gilbert Doctorow, analyste en affaires internationales et historien. C'est un plaisir de vous rencontrer. C'est un plaisir. Je disais juste que je suis fan de votre travail. Je lis votre Substack et bien sûr, je suis également vos interviews. Je voulais vraiment avoir votre avis sur ce qui se passe en Europe actuellement et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, car nous voyons que les États-Unis semblent assez désireux de mettre fin à la guerre, ce qui semble faire partie d'un plan plus large pour réduire leur présence en Europe et se tourner vers l'Asie. Et si je ne me trompe pas, un objectif clé des Européens et de Zelensky semble être d'essayer d'impliquer les États-Unis dans leur conflit. Donc, est-il correct de dire que faire accepter aux Américains des garanties de sécurité est la principale approche ou le principal objectif pour les Européens et Zelensky? Je demande cela parce que Trump vient d'avoir une réunion avec Macron, Starmer et bien sûr a également rencontré Zelensky. Et cela semble être le schéma qui se poursuit. Trump est très difficile à cerner. Il y a des divergences d'un jour à l'autre dans ce qu'il dit. Soit Zelensky, comme cela est apparu lors de la conférence de presse hier, soit M. Starmer. Comment pouvez-vous rencontrer Zelensky vendredi, alors que vous venez de le traiter de dictateur? Et puis Trump dit « Oh, c'est un type formidable ». Ces volte-face font passer Trump pour un bouffon aux yeux des intellectuels. Elles donnent l'impression qu'il est superficiel. Même certains de mes collègues, très compétents et avisés dans les médias alternatifs, disaient hier, dans une émission de débat très renommée, que Trump se tire une balle dans le pied et qu'il n'atteindra pas ses objectifs à cause de ses revirements et divergences. Cependant, ce que Trump représente est très difficile à comprendre, et nous voulons essayer de comprendre. Nous prenons des risques parce que nous pourrions nous tromper complètement. Dans cette discussion, je vais faire exactement cela. Je vais prendre des risques parce que sinon, je ne vois pas beaucoup de raisons d'en parler. Tout le monde a eu son mot à dire, mais ils n'ont pas vu ce que je pense qu'ils voient, à savoir que c'est un homme de spectacle. C'est une personne, je parle de Trump, qui a un sens magistral pour créer de la confusion afin de paralyser ses ennemis. L'un de nos observateurs très connus, un ancien inspecteur en Irak pour les armes nucléaires, commentait hier que Trump n'a pas d'ennemis en Europe, qui devrait l'inquiéter parce que l'Europe n'a rien. Eh bien, les choses ne sont pas si simples de mon point de vue. Et je pense qu'elles ne sont pas si simples du point de vue de Trump. Si c'était si simple, alors Trump n'aurait pas reçu Starmer et Macron. Il s'en serait servi pour les dénigrer, ce à quoi je m'attendais presque lorsque j'ai entendu que de telles réunions allaient avoir lieu la semaine dernière. Ils ont dénigré Kaja Kallas. Elle s'est rendue aux États-Unis, puis on lui a dit que Rubio avait un emploi du temps très chargé et ne pouvait pas la voir. Ils auraient pu faire ça à Starmer. Ils auraient pu faire ça à Macron. Ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Parce que ces personnes sont dangereuses. Maintenant, ils ont des amis au Capitole. Macron a été la première personne depuis De Gaulle à être reçue par le Congrès remontant au début de son premier mandat. Ce sont des personnes dangereuses qui ont beaucoup d'amis parmi les républicains. Tous les républicains ne se prosternent pas aux pieds de Trump, surtout quand il s'agit de savoir comment sortir de la situation ukrainienne ou comment renier nos obligations. Donc, Trump fait face à des défis très difficiles et il les gère, de mon point de vue, brillamment. Pas seul, mais avec une équipe qui a chorégraphié toute la séquence. Il y a une semaine, l'appel que Trump a eu avec Poutine, le discours que Hegseth a prononcé ici à Bruxelles sur le fait que l'Ukraine ne retourne pas à ses frontières d'origine et n'a pas d'avenir dans l'OTAN.
Le discours de G.D. Vance expliquant pourquoi les États-Unis ne sont pas intéressés à soutenir l'Europe si l'Europe n'est pas intéressée à être démocratique. Ces événements, toute notre séquence, ils ne s'arrêtent pas. Je voudrais juste dire, je ne vais pas m'étendre. Je voudrais en venir au fait tout de suite. Je n'écoute pas ce que dit Trump. Ce que dit Trump est confus, intentionnellement confus. Pas parce que son esprit est confus. Pas du tout. Il sait ce qu'il veut. Mais il joue. Il joue contre Starmer. Il joue contre Macron pour les mettre de côté, tout en espérant conclure l'affaire avec la Russie sur l'Ukraine, puis présenter aux Européens et aux Ukrainiens un fait accompli, à prendre ou à laisser, car vous ne pouvez rien y faire. Voilà ce qu'il fait. Il désarme ses ennemis. Et le fait que ce soit une lecture correcte de lui vient non pas de ce qu'il a dit, mais de ce qu'il a fait. Lundi de cette semaine, nous avons vu quelque chose que nous n'avions pas vu depuis 80 ans. Les États-Unis ont voté avec la Chine et la Russie contre l'Europe. C'est incroyable. C'est bouleversant. Et c'est la preuve que Trump fait ce en quoi il croit. Ce ne sont pas des décisions arbitraires et accidentelles. Il glisse dans ses conversations, comme il l'a fait avec Starmer, des mots qui, si vous écoutiez attentivement, vous disent ce qu'il est vraiment et non ce qu'il semble être, lorsqu'il prend très poliment l'invitation du roi Charles des mains de Starmer et lui donne une grande poignée de main ferme, et tout cela. Et il dit au milieu de cela qu'il connaît Trump depuis longtemps et qu'il ne croit pas que Trump trahira sa parole. Que voulez-vous de plus si vous voulez écouter? Si vous ne voulez pas écouter, bien sûr, vous ne l'avez pas entendu. C'est pourquoi nous vivons des temps très intéressants et très encourageants. Et je ne pense pas que je sois en train de tomber sous le charme de Trump. Je pense que ce que je dis est basé sur des choses très concrètes et spécifiques qui se sont produites au cours des 10 derniers jours. Eh bien, je pense que vous avez probablement raison. Je sais que Jeffrey Sachs a fait le même commentaire lors d'une conversation que nous avons eue, où il a souligné que le bruit de Trump doit être séparé de ses actions. Et en effet, je pense que cela peut être utile lorsqu'on examine tout, de cette revendication au Canada à l'épuration ethnique de Gaza. Rien de tout cela ne semble réellement possible. Ce serait trop fou. Mais bien sûr, c'est intéressant si vous regardez les bruits qu'il fait, quel genre d'espace il crée pour manœuvrer. Et à propos, vous avez mentionné les commentaires de Zelensky, selon lesquels il n'est plus un dictateur. Cela fait peut-être partie des motivations de Zelensky également, car Trump s'est aligné avec Poutine en termes de remise en question de sa légitimité. Donc, s'il remet en question la légitimité en tant que leader, le fait que Zelensky veuille signer ces accords lui-même pourrait suggérer qu'il essaye de retrouver sa légitimité auprès de Trump. Maintenant, si c'est tout ce qu'il veut, cela semble être une affaire très bon marché pour Trump, pour être honnête. Mais j'ai vu la même chose avec Macron et Starmer. Il était terriblement vague sur toutes les questions importantes qui comptent, principalement les garanties de sécurité. Il a essayé de les renvoyer en souriant, mais ils n'ont en fait rien obtenu. Il n'y avait aucune promesse. Et bien sûr, les Nations Unies considèrent cela, en tant qu'action, comme très important. C'est très historique, le fait qu'il n'ait pas voulu nommer la Russie comme le seul pays, le seul participant ou le seul agresseur causant ce conflit. Et c'est quelque chose qu'il répète souvent. Ça semble être très important si vous voulez parvenir à un règlement du conflit, car une fois que vous identifiez uniquement la Russie comme le méchant, il est très difficile d'avoir un compromis adéquat. Mais encore, comment savons-nous à qui il cherche à plaire? Voyez-vous son approche envers la Russie et le désir de mettre fin à la guerre en Ukraine comme sincère,
Ou quel est l'objectif ultime ici? Non, je pense que c'est absolument objectif. Et je prends en compte les remarques qu'il a faites hier, selon lesquelles cela doit être fait très rapidement. Car si c'est pas fait rapidement, cela ne sera pas fait du tout. Décomposons cela, cela ne sera pas fait du tout. Ce qu'il veut dire, c'est que la Russie prendra toute l'Ukraine. C'est évident. Si les négociations s'éternisent parce que les Européens s'accrochent et essayent de ralentir les choses, la seule chose qui peut arriver est une perte supplémentaire de territoire et probablement la capture d'Odessa, ce qui est certainement mentionné par des experts russes et des acteurs politiques russes comme quelque chose qu'ils veulent beaucoup. Bien sûr, cela couperait l'Ukraine de la mer Noire. Cela éliminerait toute menace pour la présence de la Russie en mer Noire. Car avoir une étendue que les Britanniques pourraient utiliser pour s'installer n'existerait plus. Revenons à la flatterie et à la façon dont nous avons traité Macron par rapport à Stoltenberg. Starmer était bien sûr une menace beaucoup plus difficile et beaucoup plus sérieuse pour ce qu'il fait, car les Britanniques ont été en première ligne, non pas comme le chien de poche, comme à l'époque de Tony Blair, mais comme le chien d'attaque. Ils ont été, avec le MI6, parmi les comploteurs et les exécutants de certaines des actions les plus violentes et dangereuses qui ont eu lieu au cours des 3 dernières années. Par là, je veux dire l'affaire de Butcha, qui a été utilisée pour forcer l'Europe à rejoindre l'Amérique dans des sanctions infernales. C'est à propos des attaques chimiques. Cela se passe à peu près au même moment que Butcha, ou juste quelques semaines avant Butcha, qui allait être imputé à la Russie, tout comme le MI6 l'avait fait en Syrie, attribuant de telles attaques à Assad. Les Britanniques ont été vicieux et très dangereux pour la paix mondiale dans leur comportement en Ukraine. L'attaque sur le pont de Crimée, tout cela était l'œuvre d'ingénieurs britanniques. Donc, je pense que Trump en est conscient, et il devait trouver un moyen de neutraliser Starmer. Il l'a fait. Vous remarquerez que l'annonce qu'il met en œuvre presque immédiatement, les tarifs de 25% sur tout dans l'ULM, a été faite un jour avant l'arrivée de Starmer. Ce n'est pas un accident. D'après le compte-rendu de la conférence de presse, il m'était clair que la principale discussion entre lui et Trump lors de leur déjeuner de travail portait sur la manière dont la Grande-Bretagne pourrait éviter ce sort et comment un accord spécial pourrait être conclu, comme les Britanniques le souhaitaient depuis qu'ils ont quitté l'UB et le Brexit. Ils s'attendaient à avoir un accord commercial spécial avec les États-Unis, ce qui ne s'est jamais produit parce que Biden, avec son biais pro-irlandais et son aversion pour tout ce qui est britannique, ne le leur a pas accordé. Au contraire, si nous parlons d'émotion et d'influence personnelle sur la conduite des affaires, Trump est indulgent envers l'Angleterre. Et donc pour lui, il est très pratique de détourner l'attention des Britanniques du règlement en Ukraine, qui n'apporte aucun vote à Starmer, et de l'impliquer pleinement dans l'accord commerce spécial, ce qui donnerait un très grand pouce politique à Starmer chez lui. Oui, donc c'est un changement plus que de simplement leur offrir l'échange. Oui, c'est une observation intéressante. J'avais pas vraiment remarqué à quel point ils ont intensifié les menaces de tarifs juste avant l'arrivée de Starmer. Bien sûr, c'est bien d'avoir un personnage aussi si vous voulez détourner l'attention de l'Ukraine. Mais ils ont 2 obstacles. L'un, évidemment, ce sont les Européens, qui sont maintenant les principaux acteurs essayant de prolonger la guerre en Ukraine et d'éviter toute négociation, même diplomatique. Mais le second serait Zelensky, car bien sûr, après Macron et Starmer, nous avons maintenant Zelensky aux États-Unis aujourd'hui pour signer cet accord minier. Mais évidemment, il se passe plus de choses ici.
L'objectif principal de Zelensky est également d'obtenir une forme de garantie de sécurité qui pourrait être utilisée pour entraîner les États-Unis dans le conflit. Mais comment voyez-vous Trump aborder Zelensky à ce sujet? Car, comme vous l'avez dit, les Britanniques et les Français peuvent créer des problèmes pour les États-Unis. Mais l'Ukraine a-t-elle encore quelque chose? Ou peuvent-ils simplement écarter Zelensky s'il ne se conforme pas? Comment interprétez-vous cette situation? Je ne pense pas que ce soit un bon moment pour essayer de mettre Zelensky de côté et d'appeler immédiatement à des élections, car nous savons qui va gagner. Zelensky n'est pas meilleur en ce qui concerne la poursuite ou la fin de la guerre, à en juger par ses dernières déclarations. Ces dernières déclarations publiées la semaine dernière. J'oublie la publication où il a publié ses remarques. Et donc les Ukrainiens, je pense, seront simplement laissés de côté pendant un certain temps, avant que Trump et compagnie ne décident quoi faire d'eux. Mais je pense qu'ils seront confrontés à un fait accompli, et ils devront l'accepter ou faire face à l'extermination. Leur situation n'est pas jolie, mais je ne suis pas terriblement préoccupé par le sort de M. Zelensky. Il a été un meurtrier de masse. 1 million de ses compatriotes sont dans des tombes ou sont gravement blessés et ne mèneront jamais une vie normale. Tout cela à cause de cette guerre qu'il a perpétuée contre tout bon sens, contre toute doctrine militaire normale. Vous avez mentionné le rôle très profond de la Grande-Bretagne dans tout ce conflit. Et vous avez mentionné le pont de Crimée, Butcha, tout cela. Mais bien sûr, la Grande-Bretagne poussait aussi le plus fort, je pense, pour ses frappes profondes sur les territoires russes. Ce qui, encore une fois, si nous devions aller vers un échange nucléaire, cela semble être le chemin. Mais aussi, nous avons vu que les Britanniques étaient assez centraux dans le sabotage de l'accord de Minsk pendant ces 7 années également. Nous ne pouvons pas non plus oublier que c'était Boris Johnson qui est allé au nom des États-Unis et du Royaume-Uni en 2022 pour annuler l'accord d'Istanbul. Et oui, il semble donc que les Britanniques jouent un rôle énorme dans cela. Et même après le coup d'État en Ukraine, comme l'a rapporté le New York Times, le premier jour après le coup d'État, le nouveau chef du renseignement ukrainien, qui encore une fois a été approuvé par les États-Unis et le Royaume-Uni, la première chose qu'il a faite le premier jour, apparemment, a été d'appeler le MI6 et la CIA pour établir un partenariat trilatéral secret contre la Russie. Ils ont donc vraiment été au centre de cela. Mais encore une fois, pour les Britanniques, cela a toujours été en partenariat avec les États-Unis. Donc, le fait que les Américains se retirent maintenant, comment les Britanniques vont-ils gérer cela finalement? Parce qu'ils ont deux options. Premièrement, ils peuvent essayer de préserver ce partenariat spécial en se pliant aux Américains et en faisant ce qu'ils veulent. Ou alternativement, ils peuvent voir cela comme l'occasion de prendre un nouveau rôle clé en Europe après le Brexit, en essayant de remplacer les États-Unis. Peu importe à quel point cela pourrait être improbable ou irréaliste. Mais auriez-vous des prédictions sur la façon dont les Britanniques vont gérer cela? Parce qu'ils semblent avoir un rôle beaucoup plus clé dans cette guerre que les Français. Oh, ils le font. Et ils ont investi beaucoup plus politiquement, comme vous le dites. Macron, rappelons-le, est un caméléon. Il a changé d'avis sur la question de savoir si nous devrions nous approcher du Kremlin, si nous devrions l'approcher avec des chars ou avec un rameau d'olivier, à plusieurs reprises au cours des 2 dernières années. Alors que les Britanniques ont été inébranlables dans leur position sur la nécessité pour l'Ukraine de gagner et pour la Russie de perdre. Je publie mes journaux de guerre, comme je les appelle, dans les 4 à 6 semaines à venir. Le premier est le volume 1, couvrant 2022 à 2023, et ensuite il y aura, j'espère, la fin de la guerre,
et je pourrais mettre fin à cette publication avec un volume 2 cette année encore. Et ce que j'ai trouvé en parcourant ce que j'ai écrit, bien sûr, j'ai fait des erreurs, toujours en prédisant la fin de la guerre, alors que rien de tel ne s'est produit comme tout le monde. Tous les pères, en particulier dans la presse non traditionnelle, ont dit « Oh, ça va s'effondrer dans 2 ou 3 semaines. Ça va droit dans le mur. C'est fini. » Mais je peux comprendre ces commentaires sensationnalistes. Ils attirent les spectateurs, et les spectateurs attirent les sponsors sur les plateformes Internet, mais cela ne les rend pas précieux en soi. Bien sûr, j'ai fait mes erreurs, mais ce que j'ai trouvé dans mon livre, le leitmotiv de mon livre, c'est d'écrire l'histoire en regardant vers l'avenir plutôt qu'en regardant vers le passé. Mais en regardant en arrière, des choses apparaissent et semblent très importantes, alors qu'elles ne l'étaient pas quand nous regardions vers l'avant. J'ai été étonné de voir à quel point j'avais manqué l'importance des accords d'Istanbul et de leur annulation. Je l'ai manqué. Non, j'en ai écrit. Mais j'écoutais les nouvelles russes et les faiseurs d'opinion intellectuelle russes, et ils n'étaient pas très satisfaits. Ils pensaient que Poutine donnait beaucoup trop aux Ukrainiens. Et donc, quand cela a échoué, je n'étais pas particulièrement perturbé. Qui aurait pu prédire qu'1 million de personnes mourraient à cause de cela? Ce n'était pas dans nos pensées. Il y a d'autres événements marquants au cours des 3 dernières années qui semblent également historiques, mais seulement rétrospectivement. Ils n'étaient pas historiques quand ils se sont produits. Donc, pour l'avenir, je pense qu'effectivement, Starmer sera acheté par l'accord commercial, qui est bien plus important pour ses fortunes politiques en Grande-Bretagne que tout le reste. De plus, en ce qui concerne les Britanniques et les puissances continentales, leur relation avec la Russie, l'hostilité que nous observons, les Danois sont vraiment excessifs en ce moment dans leur appel à la vengeance contre la Russie. Je veux dire, cela peut avoir quelque chose à voir avec l'une des marques les plus importantes du pays, ayant été retirée de la propriété danoise à Carlsberg en Russie, qui, je pense, représentait à un moment donné 10% des ventes totales de l'entreprise. Et maintenant, c'est entre les mains des personnes qui ont réellement construit Baltica avant l'arrivée des Danois. Quoi qu'il en soit, c'est un problème distinct. Mais il y a des raisons pour lesquelles les élites de ces pays ont été très dures envers la Russie, même plus dures que les États-Unis. Cela n'est pas clair pour de nombreux commentateurs politiques, et la majorité des commentateurs politiques, bien sûr, sont américains. Ils supposent que l'Amérique est la source intellectuelle de tout ce qui est néoconservateur, etc., de tout ce qui se passe. Mais j'espère que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a toujours eu un mouvement néoconservateur très fort en Europe, sans les Américains. Et donc, ils ont leurs propres raisons pour leur inimitié envers la Russie. L'une d'elles est l'impuissance, ce qui ne rend pas les gens généreux. Ils ont tendance à ressentir de la rancœur et de la haine envers ceux qui sont plus puissants et réussis qu'eux. Et la Russie est bien plus puissante que n'importe lequel de ces pays en Europe. Ils n'avaient pas à y penser tant qu'il y avait le soutien américain. Mais lorsque les Russes sont entrés en Ukraine, tous les Européens ont compris qu'ils étaient sans défense. Cela les a rendus très nerveux, et être nerveux les a remplis de haine. Je ne parle pas des gens dans la rue. Les gens dans la rue ont beaucoup de choses à s'inquiéter, comme l'inflation et le prix de l'énergie. Ce sont des choses qui préoccupaient les gens dans la rue, qu'ils ne reliaient pas à la guerre russe. Mais les personnes au sommet dirigeaient le spectacle. Bien sûr, elles étaient nerveuses, et elles avaient peut-être des raisons de l'être. Mais bien sûr, la guerre en Ukraine a été orchestrée et décidée
par les États-Unis. La Grande-Bretagne a joué un rôle très important dans l'exécution, un rôle de mise en œuvre, mais elle n'était pas à l'origine de cette politique. C'était les États-Unis. Et quand les Russes ont finalement réagi, après avoir été provoqués tant de fois, l'Europe a compris qu'elle avait un voisin dangereux. Ils étaient sans défense parce qu'ils n'avaient pas de voisin dangereux. Ils n'étaient pas stupides. Ils comprenaient qu'il n'y avait pas de menace venant de l'Est. Et l'Amérique a créé la menace de l'Est pour ses propres raisons. Oui, je pense que c'est une énorme. Les menaces imprévisibles ou l'incertitude, du moins de la part de la Russie, ont toujours été une source clé en Europe pour une haine extrême. Je pense qu'une grande partie de cela est en fait venue après les guerres napoléoniennes, parce qu'elles avaient poussé, eh bien, cela a résolu la rivalité entre les Britanniques et les Français. Et à la place, cela a mis en avant la Russie comme une grande puissance terrestre eurasienne. Ce qui était au-delà, je suppose, de la compétitivité stratégique des Britanniques, qui était de contrôler les mers. Donc, cela a créé cette haine, qui était un thème clé tout au long du XIXe siècle. En effet, depuis le pamphlet de Cobden en 1836 sur la russophobie, la haine irrationnelle de la Russie avait plus ou moins consumé la Grande-Bretagne, au point qu'elle n'agissait plus dans son intérêt national. Cela a toujours été, encore une fois, pendant 200 ans, une partie très centrale de leur pensée. Donc, cela a probablement un impact énorme. Concernant ce que vous avez dit, ce commentaire sur Istanbul, je pense que le sabotage de l'accord d'Istanbul était une chose. Mais s'il avait été remplacé par autre chose, cela n'aurait pas été si grave. Mais après avoir saboté ces négociations, c'est là que l'OTAN est sortie et a dit « Nous n'allons pas négocier avec les Russes. Nous n'allons pas avoir de diplomatie. » Nous n'allons même pas nous asseoir pour discuter avec eux. Et les Ukrainiens ont suivi en adoptant ce décret qui rend illégal de parler aux Russes. Si vous voyez que les Russes sont dans un conflit qu'ils considèrent comme une menace existentielle et que personne ne veut leur parler, alors la seule alternative devient une guerre d'usure. C'est-à-dire épuiser une armée ukrainienne forte de centaines de milliers d'hommes, armés jusqu'aux dents par l'OTAN. C'était destiné, je suppose, à être un bain de sang aussi horrible. J'étais cependant curieux de cette relation entre la manière dont les Américains essaient de travailler avec les Européens, car un enjeu clé a été cette focalisation sur les droits de l'homme et la liberté d'expression. Comme nous le savons, avec le vice-président Vance, à Munich, il a commenté que les Européens prenaient ce tournant autoritaire. Chaque fois qu'il y a une dissidence en Europe, il y a une tendance à simplement la dénoncer comme ayant de mauvaises intentions. Donc, si les Hongrois s'opposent à leur extrême droite, les Slovaques s'opposent à leur extrême droite, quand nous traitons avec la Moldavie, il est acceptable de truquer une élection parce que les alternatives dans ce contexte pro-russe, la même logique tentant de renverser le gouvernement en Géorgie ou même en Roumanie, où non seulement les élections ont été annulées, mais même le gagnant de l'élection présidentielle a été détenu. La police l'a arrêté. Je veux dire, nous avons tendance à nous en sortir parce que tout est toujours présenté comme étant en soutien à la démocratie ou antidémocratique, d'extrême droite, pro-russe, peu importe ce que vous voulez dire pour délégitimer. Mais j'ai remarqué que Vance a également soulevé ce point devant Starmer, ce qui, si tout était une question de géopolitique, semble presque très provocateur de mentionner le déclin de la liberté d'expression au Royaume-Uni. Pensez-vous que cela s'inscrit dans les efforts plus larges pour amener les Britanniques à ne pas s'opposer aux efforts de Trump avec l'Ukraine? Ou est-ce plus une question de base où Trump a pris cette position anti-woke, pro-liberté d'expression, ou cela n'a-t-il rien à voir avec l'Ukraine?
Je pense que c'est une guerre idéologique. Ils retournent la veste. Souvenez-vous simplement d'où ont commencé les sanctions contre la Russie. Elles n'ont pas commencé en 2022. Elles n'ont pas commencé en 2014. Elles ont commencé en 2008, à la suite de la guerre en Géorgie, à la suite du discours de Vladimir Poutine à Munich en 2007, lorsque les États-Unis ont cherché une réponse et à punir la Russie et une logique pour punir la Russie. Et c'était, comme vous le dites, toute une question de droits de l'homme. C'était le sujet utilisé pour propulser le Magnitsky Act en 2012 aux États-Unis, pour faire passer le Congrès et imposer à la Russie des punitions très significatives, des sanctions. Et cela a été suivi peu de temps après par un effort, encore une fois, par les mêmes auteurs du Magnitsky Act, pour avoir ici en Europe un Magnitsky Act européen. Et de quoi parlait-il? Il parlait de violation des droits de l'homme, de comportements antidémocratiques. Et donc, J.D. Vance, dans son discours, leur renvoyait la balle, la renvoyait aux Européens. Nous avons ces sanctions qui ont été initialement mises en place et renforcées contre la Russie. Tout cela parce qu'elle n'aurait pas respecté les droits de l'homme et la liberté d'expression et toutes les autres vertus merveilleuses. Maintenant, messieurs, vous faites exactement la même chose. C'était brillant. Mais je pense que vous avez raison de l'identifier comme ayant principalement un public américain. C'est une bataille idéologique aux États-Unis. Et il a pris sa lance et l'a portée à Munich, et il l'a dirigée contre des personnes qui le méritaient bien. C'était courageux. C'était encore une fois bouleversant ici en Europe, pour eux d'être accusés de ce dont ils devraient justement être accusés. Sachant, comme nous le savons, comme vous le savez certainement déjà, le niveau de censure ici en Europe, qui est considérablement plus élevé que ce que les États-Unis ont connu dans les pires moments de cette guerre Russie-Ukraine. Oui, non, c'est assez accablant. Et c'est très étrange, parce que ce n'est pas rencontré par de l'opposition. C'est presque accueilli par des applaudissements, parce que chaque fois que nous imposons la censure, qui ferme les médias, écrase la dissidence, c'est toujours au nom de la protection de la démocratie, au nom de sauver les gens de la désinformation. Et oui, donc encore une fois, nous avons une position légitime, et si vous vous en écartez, c'est toujours presque une conspiration d'extrême droite. C'est très étrange de voir comment la tolérance pour l'opposition a disparu. Donc, en mettant la géopolitique de côté, je pense que c'était sain pour Vance de faire avancer cela et d'utiliser effectivement un tel forum pour tenir un peu les Européens responsables de ce qui se passe. Bien sûr, je ne pense pas que les Européens aient reçu le message, car tous les médias ont simplement expliqué que Vance est un MAGA, un fondamentaliste chrétien, peut-être un poutiniste, qu'il prend le parti de la Chine contre l'Europe. Ce ne sont que des étiquettes, encore une fois, pour montrer à quel point il est mauvais de nous critiquer. Mais personne n'a réellement contredit ces arguments, même s'il y avait beaucoup de bons arguments solides sur le chemin dangereux que nous empruntons, ce qui n'est évidemment pas non plus dans notre intérêt. Eh bien, il y a deux choses que je veux souligner. Premièrement, je veux revenir là où vous avez commencé cette discussion sur la Chine et le pivot vers la Chine. Je ne pense pas que c'est ce qui se passe réellement. Je pense, encore une fois, que c'est de la rhétorique de la part de Trump. Je ne pense pas que ce soit une politique de Trump. Je m'attends à voir un grand 3, peut-être un grand 4, un nouveau Yalta. Je dis 4 parce que l'Inde s'y joindrait. Nous voyons maintenant le 9 mai que les Russes ont comme invité d'honneur Xi de Chine et Modi. Je ne serais pas surpris si, encore une fois, si Trump a son mot à dire et que les choses avancent rapidement, Trump sera également présent. Et les 4 d'entre eux traiteront des solutions géopolitiques.
Je ne prends donc pas pour argent comptant toutes les remarques sur le pivot contre les États-Unis qui doivent déplacer leurs forces pour se concentrer sur la Chine. C'est une façon de retirer les forces. Mais c'est juste la fin du jeu. La fin du jeu sera ce qu'ils feront réellement avec la Chine. Maintenant, avec la question de la guerre idéologique, rappelons-nous ce qui vient avec cette notion de défense des droits de l'homme et de ses valeurs, nos valeurs partagées. Les valeurs partagées de la démocratie sont pacifiques parce que les démocraties sont, par définition, pacifiques. Ne faites pas attention au fait que les États-Unis démocratiques ont été en guerre sans pause depuis 30 ans. Cela ne compte pas. C'est la réalité. Nous ne parlons pas de la réalité. Nous parlons de théorie. Nous ne voulons pas que les faits entravent notre théorie. Et la théorie est que les nations démocratiques sont par nature soutenues par le peuple, et elles peuvent se permettre d'être pacifiques, alors que les régimes autocratiques ou autoritaires ne bénéficient pas du soutien de leur peuple, et par conséquent, ils doivent maintenir leur peuple en place et sous leur contrôle direct en menant des guerres étrangères. Et c'est pourquoi ils sont belliqueux. Et ici, Vance renvoie cela à la figure de l'Europe. Le projet de paix européen est en réalité devenu un projet de guerre européen, non seulement comme une chose arbitraire et accidentelle, mais parce qu'ils ont trahi les valeurs démocratiques censées rendre l'Europe pacifique. Oui, non, je pensais que vous aviez soulevé d'excellents points. Mais en fait, vous abordez ma dernière question ici, car que voyez-vous comme intention ou approche de la Russie à l'avenir? Parce que, comme vous l'avez dit, si la guerre continue, ils peuvent prendre toute l'Ukraine, donc ils ont un intérêt là-bas. Mais d'un autre côté, c'est aussi une opportunité historique de conclure un accord avec les Américains pour non seulement terminer cette guerre de manière permanente en Ukraine, mais aussi obtenir un règlement sur lequel ils s'accordent afin qu'elle ne se rallume pas. C'est aussi une opportunité de traiter l'architecture de sécurité européenne, car nous n'avons jamais eu une architecture de sécurité européenne mutuellement acceptable après la guerre froide. Donc, il y a aussi beaucoup d'opportunités là-bas. Mais il y a aussi un peu de manque de confiance, parce que nous avons eu ces réinitialisations dans le passé, et de la façon dont la Russie le voit, ils ont été poignardés dans le dos à chaque tournant. Alors comment voyez-vous l'avenir de la Russie? Pensez-vous qu'ils préfèrent retarder les règlements pour obtenir leur territoire, ou vont-ils privilégier le règlement politique? Et aussi, que veut l'Amérique de la Russie? Parce que c'est un peu flou. Il semble qu'un objectif clé soit d'essayer de créer un fossé entre la Russie et la Chine. Mais dans quelle mesure est-ce réaliste? Et cela peut-il aussi être vu dans le contexte de Trump, appelant à ce dialogue des grandes puissances qui parle de réduire les armes nucléaires, de réduire les budgets militaires? J'essaie juste de séparer le bruit des objectifs réels. Et dans quelle mesure l'objectif américain pourrait-il alors être harmonisé avec celui de la Russie? Encore une fois, c'est une grande question. Dans la cacophonie émanant de l'administration Trump, il est très difficile de voir quel est son véritable objectif, quels sont ses arguments, et ce qu'il utilise pour embrouiller les personnes qui se dressent sur son chemin. Je pense par exemple qu'une des idées qui a été proposée pour examen est de réduire le budget militaire américain de 50%, et non de 5% ou 8% par an comme on en parlait. Ce qui consistait vraiment à déplacer de l'argent d'un endroit à un autre pour des projets favoris et à supprimer des projets qui ont échoué. Non, non, ils le réduisent réellement de 50%. Et je pense que c'est sincère. Je pense que c'est son objectif. Regardez, il a eu un moment d'illumination. Il a failli être tué. Et je ne pense pas que cela n'ait eu aucun effet sur la compréhension de l'homme de ce qu'il peut accomplir en 4 ans, ou devrait essayer d'accomplir.
Donc, je lui accorderai du crédit. Je lui ferai confiance pour être sincère dans la fin de la guerre. Quant aux Russes, non, bien sûr, ils ne veulent pas prendre le contrôle de l'Ukraine. Cela n'a jamais été un problème. Ils veulent, comme vous venez de le décrire, un règlement politique et une nouvelle architecture de sécurité en Europe qu'ils peuvent réaliser avec Trump. Il l'a déjà presque dit. Il veut retirer les troupes d'Europe. Cela change la dynamique ici. Les Européens peuvent passer d'un pied à l'autre. Oh, nous allons investir dans une nouvelle industrie de l'armement. Attendez une minute. C'est dans 10 ans. Nous vivons aujourd'hui. Et aujourd'hui, la Russie peut vous envahir en 2 ou 3 semaines. Je pense. Combien de temps l'Estonie tiendrait-elle? Quelques heures. La réalité aujourd'hui est que les Européens sont sans défense par leur propre choix, parce qu'ils ne voyaient rien contre quoi se défendre. Et donc, une fois que les États-Unis se retirent, il doit y avoir quelqu'un, soit les personnes en place, qui ravaleront leurs paroles et essaieront de maintenir le pouvoir en changeant de politique dans la direction prise par les États-Unis, soit elles seront écartées. Je pense que la première option est plus probable, que les gens ne seront pas évincés, mais qu'ils changeront de position et commenceront à adopter des évaluations réalistes. Nous vivons des temps très intéressants et je reste optimiste, mais je ne prête pas trop attention aux mots en ce moment. Au fait, je pense que je me suis mal exprimé en disant que la Russie prendrait toute l'Ukraine. Je pense que c'est une proposition ridicule. Ils n'ont aucun intérêt à entrer dans l'ouest de l'Ukraine, où personne ne les accueillera effectivement. Mais avancer jusqu'au Dniepr est tout à fait possible. Il faut également souligner que les 4 régions qu'ils ont annexées, à savoir Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson, ne sont pas encore entièrement contrôlées, même si elles ont maintenant été incorporées dans la constitution de la Russie comme leur territoire. Alors voit-il comme favorable de contrôler ces territoires avant d'avoir un accord? Parce que pour moi, il n'y a pas beaucoup de choses qui peuvent être négociées. Par exemple, pas d'OTAN. Je pense que c'est une question clé. C'est soit oui, soit non. Donc je pense que c'est tout simplement non négociable. Ils ne peuvent pas accepter cela. La question des garanties de sécurité, je ne pense pas que les Russes pourraient l'accepter non plus. Ils pourraient avoir des observateurs de pays non européens, mais avoir des soldats de l'OTAN comme gardiens de la paix le long de la frontière russe dans une guerre par procuration qu'ils viennent de mener avec l'OTAN, cela n'a aucun sens. Mais un domaine où nous avons toujours été très incertains est dans quelle mesure les Russes seront prêts à négocier sur les territoires, car ils ne contrôlent pas tous les territoires qu'ils revendiquent maintenant comme appartenant à la Russie. Voyez-vous qu'il y a une possibilité de négocier sur les frontières administratives? J'ai posé cette question à Moscou également, mais personne ne semble vraiment sûr. Eh bien, personne ne joue encore carte sur table. Mais est-ce un domaine où il pourrait y avoir des négociations? Parce que cela pourrait poser un problème si la Russie exige, par exemple, de traverser le Dniepr pour avoir tout le territoire de Kherson et de Zaporizhia. Ce serait très difficile pour tout gouvernement ukrainien d'accepter cela. Ce serait également très difficile pour Trump de faire approuver cela par les Européens et les Ukrainiens. Donc cela semble être un point de rupture. Maintenant, si les Russes avaient plus de temps pour s'emparer de territoires, ce serait une chose. Mais pensez-vous que ce sera un domaine où les frontières administratives, c'est-à-dire où la Russie serait prête à négocier? Eh bien, Poutine a abordé cette question directement il y a 2 jours. Il a dit qu'ils s'attendent à conserver tout le territoire des oblasts tels qu'ils ont été initialement constitués et tels qu'ils ont été intégrés dans la constitution de la Fédération de Russie. Où en sont-ils? Ils ont 98 ou 100% de Luhansk.
Louhansk a toujours été l'oblast dont ils avaient le plus grand pourcentage. Mais maintenant, c'est 100%. Où en sont-ils dans le Donetsk, qui était le cas le plus difficile? Parce que c'est là que les Ukrainiens avaient passé 8 ans à vraiment construire des fortifications presque insurmontables et qui étaient très coûteuses en main-d'œuvre à prendre pour les Russes. Les Russes avaient 50% de Donetsk il y a 2 ans. À la suite des avancées des derniers mois, ils en sont maintenant à 75%. Et les 25% restants sont vraiment un sprint vers le Dniepr. Une fois qu'ils prennent quelques villes qui sont maintenant assiégées, enfin l'une est assiégée, et 2 le seront bientôt, celles qui sont presque emblématiques, Kramatorsk et Slaviansk, qui étaient le berceau de la révolte russophone contre Kiev en 2014. Alors c'est juste une plaine jusqu'au Dniepr. Donc, si la guerre se poursuit encore quelques mois, les Russes pourraient prendre presque tout ou tout le Donetsk. Les 2 autres, bien sûr. La capitale de Kherson est sur la rive droite du Dniepr. Donc c'est une situation délicate. Mais la plus grande partie de la masse terrestre de Kherson est maintenant sous contrôle russe. Ce seront des négociations difficiles, bien sûr. Mais je pense que les Russes sacrifieront quelque chose ici, si cela signifie intégrer la nouvelle architecture de sécurité. Et encore une fois, nous entendons tous, dans les paroles de Trump, ce que nous voulons entendre. J'ai entendu que c'était autant qu'accepter l'ultimatum de décembre 2021 que Lavrov a livré à l'OTAN et à Washington. Il me semble que Trump a accepté en disant qu'il retirait les troupes américaines de ces territoires d'expansion de l'OTAN post-1994, l'ancien pacte de Varsovie et les pays baltes. Il n'a pas dit que toute l'OTAN serait retirée, parce que l'OTAN inclut également les Européens, et les Allemands, par exemple, avaient leur poste avancé dans les pays baltes. Mais les Américains se retireraient, et cela est d'une importance décisive. S'il peut concéder cela, et il l'a fait, encore une fois, mélangé avec d'autres mots, donc vous n'y prêteriez pas nécessairement attention, à moins que vous ne vouliez le relever, comme je l'ai fait. On dirait qu'il y a la création d'un véritable accord global entre les États-Unis et la Russie. Oui, ce que tout le monde veut vraiment, c'est un règlement pacifique qui se concentrerait sur des gains à somme positive, dont tout le monde bénéficierait. Je pense que l'architecture de sécurité que nous avons construite au cours des 30 dernières années reposait toujours sur la stabilité et la faiblesse perpétuelle de la Russie. Maintenant, je pense que c'est fini. Nous devons revenir au bon sens, selon lequel la sécurité russe doit également être prise en compte lors du développement de la sécurité européenne. Mais de toute façon, j'aimerais que les Européens comprennent que ce que fait Trump n'est pas une capitulation ni un grand service rendu à la Russie parce que l'armée ukrainienne s'effondre. Et comme vous l'avez dit, cela se produit à un moment où le Donbass est presque à la frontière administrative, à environ 3 kilomètres de l'Ukraine, de Zaporizhia. Lorsqu'ils atteindront cela, il n'y aura plus de lignes de fortification, plus de régions industrielles où vous pouvez établir une défense, plus de grandes villes. Alors que l'armée ukrainienne s'effondre maintenant, il y a aussi des espaces ouverts. L'accord, je pense, qui sera présenté à l'Ukraine et aux Européens, si nous attendons encore 6 mois, sera bien pire que ce que nous voyons maintenant, et il n'y a plus grand-chose que nous puissions faire. Nous avons perdu la guerre par procuration, et je vois l'UE et Mayer mettre en place cela, préparer un tribunal pour Poutine. Je l'ai vu hier. C'était très étrange. Habituellement, ils font cela après avoir gagné une guerre, pas après en avoir perdu une. Mais je suppose que c'est là où nous en sommes. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour votre temps. Avez-vous des commentaires finaux que vous aimeriez faire? Non, je pense juste qu'il y a des raisons d'être optimiste. Les Russes eux-mêmes disent qu'il n'y a pas de raison d'euphorie.
Il y a beaucoup de travail à faire, mais ils vont dans la bonne direction. La chose la plus importante qui a captivé l'imagination de Vladimir Poutine et de son entourage est la compréhension américaine que le règlement en Ukraine doit faire partie d'un règlement très large pour rétablir des contacts réguliers entre la Russie et les États-Unis en réinstaurant divers programmes d'intérêt mutuel. Ces programmes, qu'il s'agisse de limitation des armements, de l'espace ou d'autres sujets d'intérêt mutuel, ont du contenu et de la valeur. Cependant, l'importance majeure de ces contextes réside dans l'établissement d'un échange régulier d'experts. C'est ainsi que se construit la confiance, et une paix durable n'est possible, comme Trump semble le comprendre, que lorsqu'il y a une confiance mutuelle. Comme Starmer, Macron et tous les autres Européens refusent de comprendre. On ne peut pas avoir une paix durable avec un ennemi juré. Oh, et je pense que c'est ce qui est la principale source d'optimisme pour les Russes également. Le fait qu'ils n'ont pas vu depuis des décennies un leader américain reconnaître que la Russie a des préoccupations de sécurité. C'est un grand non en Europe. Nous ne pouvons pas reconnaître que la Russie a des préoccupations et des intérêts de sécurité. De plus, reconnaître que nous avons participé, c'est-à-dire que l'OTAN a participé à causer le conflit dans lequel nous sommes actuellement, au lieu que ce soit une lutte entre les forces du bien contre la nouvelle réincarnation de Hitler. Donc, je pense que c'est quelque chose qui donne une certaine raison d'optimisme. Quoi qu'il en soit, désolé, j'ai un peu dépassé le temps. Merci beaucoup, Gilbert Doctorow. Eh bien, merci pour l'invitation. J'ai apprécié.